Si on prend le temps de verser de l'essence vraiment premium dans le moteur d'une voiture, mais que ce moteur est complètement noyé, il refuse obstinément de démarrer. C'est physique. Ouais, c'est mort, ça tourne dans le vide. Exactement. Et d'un point de vue purement biologique, c'est exactement ce qui se passe dans notre cerveau chaque fois qu'on avale un café de manière un peu machinale à 7 heures du matin avec les yeux encore à moitié fermés. Ah oui, le fameux café réflexe. Le café réflexe, c'est ça. Récemment, on a beaucoup exploré cette idée de structurer nos journées, tu sais, de définir une priorité quotidienne, le fameux highlight, ou encore de bloquer les distractions. Ouais, l'optimisation de son emploi du temps en fait. Voilà. Mais avoir du temps libre sur un agenda, ça sert absolument à rien si le carburant mental fait défaut. On se retrouve juste à fixer un écran avec la certitude d'avoir du temps, mais un cerveau complètement à plat. C'est le pire sentiment, ouais. Grave. Donc aujourd'hui, on continue notre exploration et on plonge dans une analyse fascinante. On s'appuie sur les recherches du spécialiste Ryan Brown sur la chimie du café, sur des études de la NASA sur la vigilance et bien sûr sur cette continuité des concepts stratégiques qu'on a déjà effleurés. C'est un sujet hyper riche. Notre mission aujourd'hui, décoder un outil vraiment omniprésent, un outil qu'on utilise tous par automatisme, mais très rarement avec une vraie stratégie de précision, la caféine. Parce qu'en général, on traite le café comme une sorte de bouton d'urgence sur lequel on appuie frénétiquement dès qu'on ressent de la fatigue. Et c'est là que le bas de blesse. C'est le cœur du problème. Ce qui est fascinant ici, c'est que notre perception même de la caféine, elle est complètement erronée à la base. Comment ça? Eh bien, on imagine toujours que c'est une substance qui nous injecte de l'énergie, genre un peu comme une batterie externe qu'on viendrait brancher directement sur notre organisme. Ouais, c'est totalement l'image qu'on s'en fait, le fameux coup de boost. C'est ça. Mais les recherches de Ryan Brown, qui a vraiment décortiqué cette question, démontrent que la mécanique est tout autre. La caféine ne crée aucune énergie nouvelle. Zéro. Zéro. Attends, ça veut dire que tout se passe ailleurs? Absolument. Son rôle unique, en fait, c'est de bloquer temporairement une molécule neurochimique qu'on appelle l'adénosine. Pour faire simple, faut voir l'adénosine comme le résidu métabolique de notre activité cérébrale. Ok, donc le déchet de ce qu'on consomme en réfléchissant. Exact. Dès l'instant où l'on ouvre les yeux le matin, chaque pensée, chaque mouvement, ça fait consommer de l'énergie à nos cellules. Et ce processus libère de l'adénosine. Plus la journée avance, plus cette molécule s'accumule et vient s'emboîter dans des récepteurs spécifiques de notre cerveau. C'est ça qui nous donne envie de dormir, du coup. C'est elle. Elle envoie le signal implacable qu'il est temps de ralentir. Et là où la nature est franchement ironique, c'est que la caféine possède une structure moléculaire hyper similaire à celle de l'adénosine. Ah, donc elle se fait passer pour elle. Exactement, elle trompe le cerveau en venant voler la place sur ces mêmes récepteurs. C'est une image incroyable. J'aime bien me représenter ça visuellement comme une immense partie de chaise musicale, tu vois, à l'intérieur du cerveau. Oh, j'adore cette analogie. Genre, il y a un nombre limité de chaises, qui sont nos fameuses récepteurs neuronaux. L'adénosine, c'est ce groupe de personnes un peu lentes, fatiguées, qui marchent lourdement autour des chaises. Ouais, qui cherche juste à s'asseoir. Voilà. Et boum, la caféine, c'est ce groupe de sprinteurs ultra rapides qui déboulent dans la pièce et qui s'assoient sur toutes les chaises avant même que l'adénosine ait pu réagir. Le cerveau, lui, regarde la pièce, il voit que les récepteurs sont occupés par la caféine et pas par l'adénosine, et il se dit « Parfait, la voie est libre, on n'est pas fatigué, on accélère ». C'est exactement ça. Mais le piège, et c'est là que ça devient vraiment crucial de comprendre la mécanique, c'est que l'adénosine, elle s'évapore pas. Elle part pas de la pièce. Ah non, elle quitte absolument pas la pièce. Elle reste là, debout, à attendre son tour en silence. Le cerveau continue de fonctionner, donc le niveau d'adénosine monte inexorablement. Ah ouais, donc il y a de plus en plus de monde debout dans la pièce. Voilà. Et pire encore, face à ce blocage artificiel, le cerveau finit par s'adapter et créer de nouveaux récepteurs pour capter cette adénosine orpheline. Donc, qu'est-ce qui se passe quand la caféine finit par se détacher des chaises? Ah, l'avalanche. C'est le mot. Toute cette adénosine en attente s'assoit d'un coup, en masse. C'est l'explication purement biologique du fameux crash brutal de l'après-midi. Cette chute de tonus vertigineuse qui donne souvent l'illusion qu'il faut recourir à une autre machine à café. Alors qu'en réalité, on ne fait que repousser le mur. Et ça rend notre comportement du matin complètement illogique. Ça explique pourquoi le réflexe de la tasse avalée au saut du lit à 7 heures, c'est une erreur stratégique monumentale. Monumental, oui. Bah oui, si l'on suit cette logique, l'adénosine vient juste être évacuée par la nuit de sommeil. Les chaises sont vides, la pièce est clean,
pourquoi on vient y installer de la caféine? Surtout qu'il y a un autre acteur biologique qui rentre en jeu le matin, non? Tout à fait. C'est là qu'on touche au fameux rythme circadien, notre horloge interne. Pour nous sortir du sommeil profond, le corps déclenche une libération massive de cortisol. Le cortisol, on l'appelle souvent l'hormone du stress, c'est ça? Oui, on le diabolise un peu, mais le matin, c'est l'hormone de l'éveil par excellence. Ce pic naturel, il agit comme un gros signal d'alerte pour le métabolisme. Et il atteint son paroxysme entre 8 heures et 9 heures du matin en général. Donc le corps fait déjà le job. Mais exactement. À cet instant, la biologie fait tout le travail de stimulation. Si l'on introduit de la caféine en plein milieu de ce pic de cortisol, elle n'apporte littéralement aucune valeur ajoutée sur la vigilance. Elle sert juste à calmer le manque de la veille, en fait. C'est ça. Elle s'installe sur des récepteurs alors que l'adénosine n'est même pas un problème. En gros, boire du café à ce moment-là, c'est comme appuyer comme un malade sur l'accélérateur d'une voiture alors que le régulateur de vitesse est déjà bloqué au maximum. Très bonne image. On use la mécanique pour rien. Il y a d'ailleurs une anecdote très parlante dans les sources. L'un des auteurs a fait l'expérience de retarder drastiquement sa première prise de café. Au début, son corps a résisté. Il raconte avoir traversé quelques jours avec un vrai brouillard matinal, genre même des maux de tête. Le temps que la chimie du cerveau se serve de ce réflexe matinal. Exactement, le temps que les vaisseaux sanguins s'ajustent. Mais une fois cette phase d'adaptation passée, la révélation, en décalant sa première tasse autour de 9h30, au moment où le cortisol naturel commence juste à redescendre, l'effet a été complètement décuplé. C'est un point de bascule. La fenêtre physiologique idéale pour cette première intervention, elle se situe précisément entre 9h30 et 10h30. C'est la relève de la garde, quoi. Ouais, le cortisol baisse doucement, l'adénosine pointe le bout de son nez, et là, la caféine vient prendre le relais. Ça offre une transition énergétique parfaitement fluide. Donc c'est la première étape pour passer d'une consommation dictée par la dépendance à une vraie consommation tactique. Mais la biologie est têtue. Même si on gère bien le matin, cette adénosine, elle s'accumule en toile de fond. Inéluctablement. Et la pression nous rattrape souvent autour de 14 ou 15 heures, le fameux coup de barre. Et la logique intuitive, c'est d'attendre d'avoir les paupières lourdes pour se lever et aller chercher un expresso. C'est ce que tout le monde fait. Et pourtant, d'après les recherches, c'est le moment précis où la bataille est déjà perdue. C'est trop tard. Absolument. Si l'on attend de ressentir physiquement la fatigue, ça veut dire que l'adénosine s'est déjà solidement arrimée au récepteur. Les chaises sont prises. La caféine ne peut pas arracher l'adénosine de son siège pour l'expulser. Ah, elle peut pas la virer. Non, elle va juste flotter dans l'environnement cérébral, impuissante en attendant qu'une place se libère. C'est pour ça qu'un café pris en plein épuisement donne souvent cette sensation affreuse d'être à la fois léthargique et nerveusement agité. Ah oui, ce sentiment d'être épuisé mais de trembler à l'intérieur. C'est horrible. Donc, l'anticipation, c'est la seule vraie stratégie. Il faut repérer son creux d'énergie quotidien, disons 14h30, et prendre le café 30 minutes avant. Pour que la caféine bloque les chaises avant l'arrivée de l'adénosine. Intellectuellement, c'est hyper clair. Mais alors, dans les sources, il y a une autre tactique, et là, je t'arrête tout de suite. Ah, je sens qu'on va parler de la sieste. Oh ouais. Quand j'ai lu ça, j'ai cru à une erge, la sieste caféinée. Ils disent d'attendre d'être fatigué, de boire un café, puis de s'endormir immédiatement pour une micro-sieste de 15 minutes. Franchement, je suis hyper sceptique. S'endormir juste après avoir avalé un expresso, Ça paraît contre-intuitif, c'est sûr. mais c'est physiquement impossible. Le rythme cardiaque monte, le système nerveux s'active. Comment on peut faire ça sans faire une insomnie immédiate? C'est une réaction normale d'être perplexe. Mais ça oublie une donnée fondamentale sur notre système digestif. La molécule de caféine ne se téléporte pas instantanément dans le cortex cérébral. Ok, elle doit faire son chemin. Voilà, elle descend dans l'estomac, passe par l'intestin grêle, transite par le foie et franchit la barrière hémato-encéphalique. Chez un adulte moyen, ça prend entre 15 et 20 minutes. Incompressible. Ah, donc pendant ces 15 minutes, la caféine n'est pas encore dans le cerveau. Exactement. Et l'ingéniosité de la sieste caféinée, c'est d'exploiter ce délai. Pendant ces 15 minutes de sommeil léger, le cerveau se met en mode nettoyage. Le sommeil agit comme un aspirateur naturel à adénosine. Oh, d'accord, je commence à voir l'astuce. Le sommeil vide les chaises musicales. Il dégage les récepteurs, oui. Et quand le réveil sonne, après 15 minutes, le paysage neuronal est déblayé. Et c'est la minute exacte où la caféine parvient enfin au cerveau. C'est brillant. Elle trouve des places parfaitement libres pour s'installer massivement. Le timing biochimique est une élégance absolue. Et c'est pas juste un hack qui est sorti de nulle part. Des études
extrêmement sérieuses ont été menées là-dessus. Par la NASA, c'est ça? Oui, la NASA cherchait des moyens de contrer la fatigue extrême chez les pilotes de vol long courrier, où la moindre erreur peut être fatale. Des universités comme celle de Loughborough l'ont aussi confirmé. Les performances cognitives s'améliorent de façon spectaculaire avec cette combinaison, bien plus qu'avec une sieste seule ou un café seul. C'est fascinant de voir qu'on peut manipuler notre biologie de manière aussi chirurgicale. Mais le timing, c'est qu'une facette de l'équation. Il y a la question des quantités. On a souvent tendance, moi la première parfois, à se servir un immense mug de café filtre très noir. Le truc qui fait trembler? Voilà. Et ça provoque une secousse énorme suivie d'un crash vertigineux. C'est le syndrome des montagnes russes. Les auteurs préconisent plutôt le lissage de l'énergie, donc abandonner les doses massives pour du microdosage. Et là, le thé vert fait une sacrée entrée. Le lissage, c'est fondamental pour garder un état de flow, une concentration ininterrompue. L'objectif, c'est pas d'avoir un frisson frénétique de nervosité, c'est d'être calme mais alerte. Et le problème du grand café filtre, c'est la charge foudroyante. Voilà. Alors que le thé vert offre un profil biochimique différent. Il contient de la caféine, mais en dose plus modérée, et surtout, il est couplé à un acide aminé exceptionnel, la L-théanine. Et qu'est-ce qu'elle change, cette L-théanine? Elle stimule la production d'ondes alpha dans le cerveau. C'est associé à un état de relaxation profonde, sans somnolence. Combinée à la caféine, elle agit comme un frein naturel. Elle lisse l'absorption. Au lieu du pic en aiguille, on a une courbe douce. Douce, prolongée, sans palpitation. Après, pour les fans de café, l'alternative, c'est l'expresso court italien. Contrairement aux idées reçues, ça contient moins de caféine qu'un grand mug de filtre infusé longtemps. En espaçant de petites doses, on évite les creux abyssaux. Et tout ce calibrage, cette précision, ça prend tout son sens quand on le relie à l'objectif central de nos journées, le fameux highlight, cette tâche prioritaire. Il y a une analogie empruntée au jeu Mario Kart dans les sources qui illustre ça à la perfection. Ah oui, le champignon boost. Le champignon turbo, ouais. Ouais, Dans le jeu, on obtient parfois ce champignon qui déclenche une accélération phénoménale. Et tous les joueurs le savent, on ne déclenche jamais son turbo quand on roule tranquillement sur une ligne droite sans adversaire. ça serait du gâchis. Totalement. On le garde précieusement pour le moment critique où l'on doit doubler quelqu'un ou effectuer un saut complexe. C'est une transposition visuelle parfaite. La caféine, c'est notre turbo chimique. L'erreur commune, c'est de la gaspiller pour des activités banales, genre pour survivre à une réunion où l'enjeu intellectuel est nul. C'est clair. On garde son turbo pour le moment où on attaque son highlight, l'énergie de pointe, là où elle génère le plus de valeur. Mais bon, toute cette belle stratégie, elle peut s'effondrer sans qu'on s'en rende compte à cause de vrais saboteurs invisibles. Et le premier, c'est la demi-vie. Que le café n'y est pour rien, parce qu'ils boivent leur dernière tasse à 15 ou 16 heures. Ouais, on se dit 16 heures, c'est bon, j'ai le temps d'éliminer d'ici ce soir. C'est ça. Mais c'est une incompréhension de notre foie. Contrairement au sucre, la caféine doit être activement démantelée par des enzymes hépatiques, notamment le cytochrome P450 1A2. Et ce processus est hyper lent. Juste pour que ce soit limpide pour tout le monde, la demi-vie, c'est le temps exact qu'il faut au corps pour éliminer la moitié de la dose ingérée, c'est ça? Précisément. Et chez un adulte, la demi-vie de la caféine se situe entre 5 et 6 heures. Ah ouais. Donc si on fait le calcul, une tasse à 16 heures, au moment de se coucher vers 22 heures, il y a encore 50% de la substance active qui circule dans le sang. Exactement. Et ces 50% sont largement suffisants pour bloquer une tonne de récepteurs d'adénosine. Résultat, même si on finit par s'endormir de fatigue, l'architecture du sommeil profond est silencieusement saccagée. La récupération ne se fait pas. Non, elle est altérée. Et le lendemain, la fatigue résiduelle est plus élevée, ce qui nous pousse inévitablement à réclamer encore plus de caféine. C'est la boucle infernale. D'où la règle d'or, identifier sa propre heure limite. C'est hyper subjectif. Faut reculer progressivement l'heure du dernier café, de 16 heures à 15 heures, etc., jusqu'à retrouver un sommeil vraiment régénérateur. C'est un exercice de recalibrage indispensable. Mais pour que ça marche, faut se débarrasser du second saboteur. Souvent, il est caché direct dans la boisson, l'ajout massif de sucre. Le sucre, c'est l'ennemi absolu de la stabilité énergétique. Les grands matchas, les frappuccinos hyper sucrés. Ça donne une décharge foudroyante, mais ce pic entraîne une libération massive d'insuline. Et boum, l'hypoglycémie réactionnelle, le crash sucré. Un effondrement métabolique si lourd qu'il neutralise tous les bénéfices de la caféine. Le corps n'a tout simplement plus de glucose disponible pour soutenir l'effort mental. C'est crucial. Et l'approche pragmatique, c'est la dissociation.
L'idée, c'est pas de vivre comme un moine et de bannir tout sucre, c'est juste de séparer l'outil neurologique du plaisir gustatif. Voilà, prendre un café noir d'un côté pour l'impact chimique et manger un cookie quelques heures plus tard, c'est infiniment plus respectueux des cycles d'insuline. On reprend le contrôle en désassociant les choses. En fait, ça change complètement notre dimension. On cesse de subir la caféine comme une béquille aveugle. On la transforme en un instrument de haute précision. En synchronisant ça avec notre horloge biologique, l'attention profonde devient enfin durable. Et quand on prend un peu de recul, ça bouleverse notre rapport à l'effort. On réalise que l'optimisation, c'est pas une discipline rigide ou punitive. Ça amène une réflexion assez vertigineuse. Et si la véritable maîtrise de soi dans ce monde moderne hyper stimulant? Et si cette maîtrise ne consistait pas à se purifier en supprimant toutes nos petites addictions, mais plutôt à apprendre à les utiliser avec une intentionnalité tellement chirurgicale qu'elles finissent par servir notre propre liberté cognitive? C'est une excellente façon de voir les choses. Imposer notre propre rythme. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.